parce qu'il y a encore 6 mois, l'association n'existait pas. Bon, en 2 mots, je vous raconte comment ça s'est passé. Bon, moi, je suis Françoise Conquer, donc la maman d'Élise et de Louis. Donc, Élise a 29 ans et Louis a 19 ans. 25 ans d'errance de diagnostic, d'errance médicale. Le diagnostic a été posé en 2016 à la Pitié-Salpêtrière par l'équipe du docteur Delphine Héron. Donc voilà, c'était une grande nouvelle. Vous imaginez tous, parce que vous êtes tous passés par là. Donc ce que j'ai fait, moi, une fois que le diagnostic a été posé, Facebook, je connaissais pas, c'était pas du tout un outil que je connaissais. Donc j'ai quand même créé une page Facebook et j'ai fait comme en fait, c'était une bouteille à la mer et j'ai cherché d'autres familles. J'ai commencé à rencontrer quelques familles aux États-Unis et puis j'ai rencontré Sabrina. Donc voilà, et je me souviens bien encore de la première fois où on s'est parlé. Toi tu étais au travail, moi j'étais à la maison. Ensuite, on a rencontré Philippe aussi via Facebook et puis d'autres familles. Et l'association est venue il y a à peu près, on en a parlé, voilà, on en a parlé en février. Sabrina me dit pourquoi on ne ferait pas une assoce. Et donc moi au départ je lui ai dit à voir, parce qu'il y avait déjà une fondation aux États-Unis, Maître Ezel, qui est en train de s'organiser aussi. Moi j'avais essayé un petit peu de m'accrocher à ce wagon, mais c'était un peu compliqué. Donc j'ai dit on monte une association. Donc moi présidente, Sabrina vice-présidente, Philippe trésorier et Cédric secrétaire. Voilà, et on est une petite équipe en marche et puis on est assez impressionnés de vous recevoir et on vous remercie vraiment chaleureusement d'être là. Donc il y a le docteur Goumil qui vraiment nous fait l'honneur et l'amitié d'être là. Il est du CHU de Lille et il connaît bien la problématique Maître Ezel et je crois qu'il connaît des familles ici, Catherine Dessau en particulier, peut-être d'autres familles. Voilà, donc on va lui laisser la parole pendant une petite demi-heure. Donc il va nous présenter ses travaux. On pourra faire quelques questions-réponses à la fin. Surtout des questions-réponses. Donc profitez-en. Ah d'accord. D'accord. On va faire une diffusion sur Facebook parce qu'il y a des familles qui ne sont pas là et ce serait dommage quand même qu'elles n'en profitent pas. L'idée c'est de ne pas garder non plus l'information que pour nous mais qu'elle soit partagée. Je veux dire, pour une fois qu'on peut avoir quelqu'un de compétent qui peut aussi, qui est là pour nous, autant en profiter et en faire profiter les familles. Alors juste une question, on avait envie de faire des photos. Est-ce que quelqu'un, voilà, il y a le droit à l'image, on n'a pas posé de questions avant, est-ce que quelqu'un refuse d'être sur des photos ou alors est-ce qu'il faudrait flouter un visage? Voilà, il faudrait nous le dire maintenant. Donc celui qui ne veut pas lève la main. Et vous avez le droit, quoi. Faut pas... Absolument. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il n'y a pas de souci. C'est bon. On va s'unanime. Voilà. C'est bon. On est tous là. Viens. Voilà. Viens avec moi. Viens. Vas-y. On se décale un peu. Vous avez le speaker excusez-moi. Il n'a pas dessus. Je pense que je peux même le poser là, c'est ça. Ouais, allez-y. C'est facile pour moi. Bonjour à tous, je suis impressionné par l'auditoire. Alors, je suis Jamal Goumit, je suis généticien au centre hospitalier de Lille. Et en fait...
intéressé au syndrome de Treset parce que de façon, voilà, dans les patients que j'ai été amené à rencontrer, on a identifié des mutations du gène B13 relativement récemment, ça fait peut-être 2 ans, et on a trouvé 3-4 patients chez qui on a des mutations dans ce gène-là, et ça nous a amené à nous interroger sur cette pathologie-là, et demander à d'autres collègues en France et au-delà de la France s'il y avait d'autres patients qu'ils avaient avec mutation dans ce gène pour mieux comprendre l'histoire clinique, parce que quand je recevais en consultation les patients, et surtout les familles des patients, il y avait de très nombreuses questions qui venaient juste après le diagnostic, et je n'étais pas forcément en mesure de répondre facilement au vu de la bibliographie. Donc on a essayé d'avancer un petit peu, on a un peu plus de réponses, tout en sachant que voilà, ça reste, dans le domaine des maladies rares, ça reste compliqué, et ça vous le savez mieux que d'autres. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire quelques petits rappels sur ce que c'est que le MED13Z, et un petit peu ce qu'on a identifié, nous, avec notre collaboration avec les collègues français et européens, et surtout de discuter avec vous des questions, surtout discuter avec vous, vous allez voir, c'est assez succinct, et je vais vous parler aussi rapidement des thématiques de recherche que l'on lance, qu'on a commencé depuis vraiment 1 an et demi, donc on n'a pas encore vraiment de résultats, mais voilà, ce sont des axes qui nous intéressent, c'est peut-être intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, je vais juste... Ouais, merci beaucoup. Donc dans un premier temps, donc la génétique c'est compliqué, hein. Nous on peut augmenter le niveau de complexité jusqu'à l'infini presque, et des choses qui nous dépassent largement. Donc là j'ai voulu faire des choses assez simples, mais n'hésitez pas à me poser des questions pour que ce soit clair. Le but c'est que ce soit clair. Donc souvent c'est ce que je dis en consultation, donc certains ont déjà eu le message. Donc nous on est tous constitués de cellules. Ce sont vraiment les petites boîtes qui nous assemblent, et dans ces cellules en fait on a le noyau, et c'est le noyau qui contient l'ADN. L'ADN, c'est cette molécule qui code toutes nos caractéristiques physiques. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? J'en ai besoin, tu sais, pour pouvoir parler aux autres, j'en ai besoin. Regarde, tu peux prendre ceci si tu veux. Je vais pas réussir à le duper. Donc l'ADN, donc toutes nos caractéristiques cet ADN est sous la forme de chromosomes, donc ces petits bâtonnets qui marchent par paire. Donc pour chaque paire, on a un chromosome qui nous a été donné par notre mère et un chromosome qui nous a été transmis par notre mère. Et en fait, si on déroule ce chromosome, en fait, on se rend compte que l'ADN est sous forme de double brin, sous forme pardon d'une hélice. Et si on la déroule, on arrive à un niveau où on se rend compte que la double hélice d'ADN est formée par des paires de lettres, de 4 lettres, A, T, C, G. Et l'assemblage de toutes ces lettres, en fait, va pouvoir former des structures qu'on appelle les gènes. Et en fait, le gène, c'est la structure, c'est la brique de l'information génétique. Chaque gène va commander, pour être simple, une caractéristique. Par exemple, vous avez des gènes pour la couleur des yeux, la taille, etc. Donc voilà d'où l'on va. Donc, pour les patients chez qui on a identifié une mutation de MED13Z, c'est au niveau de ce gène-là, au niveau de ces lettres qui constituent le gène, voire un petit peu au-delà. Donc, quand vous avez vu le généticien qui vous a rendu le diagnostic, il vous a parlé probablement de mutation, peut-être de délétion du gène aussi. Parce que le gène, en fait, c'est cette structure-là, donc je vous ai dit, qui est la suite de nombreuses lettres. Et il suffit parfois d'une substitution, par exemple ici, la lettre T qui devient une lettre G. Ça peut suffire pour rendre le gène inactif finalement. Ou finalement lui donner, faire qu'il soit inactif, soit lui donner une fonction qui n'est pas celle qu'il a d'habitude. Et c'est ça que l'on pense qui est responsable des difficultés. Donc ça, c'est quand même la majorité des patients ont ce type de particularité génétique, donc les mutations. Mais il y a certains autres patients, en fait, le gène, il va être
manquant, en fait, il va être délété. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose au moment de la synthèse du brin d'ADN pour fabriquer l'enfant. Et cette portion-là qui contient un mètre 13L, malheureusement, est manquante. Et ça revient un petit peu au même que s'il y avait une mutation. Donc c'est un peu les deux particularités génétiques que l'on peut identifier chez les patients avec le syndrome mètre 13L. C'est soit la mutation, soit la délétion du gène. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un gène va être responsable de coder, un caractère, mais en fait, plus précisément, ça va coder une protéine. Vous connaissez tous, hein, peut-être entendu parler des protéines. Donc on est, les vraies choses efficaces dans la cellule, ce ne sont pas les gènes. Les gènes ne sont pas efficaces en eux-mêmes. C'est comme le patron, c'est le code source. Mais ce code source, il va être décodé par la cellule et va permettre la fabrication de la protéine. Et c'est la protéine qui est faite à partir de cet ADN qui va avoir une action, qui va aller fonctionner au niveau de la cellule, réaliser sa tâche pour laquelle elle est codée. Donc mètre 13L, on le verra un petit peu plus tard, il a une fonction qui est assez complexe. Et on ne sait pas encore toutes des fonctions de mètre 13L. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les mutations ou la délétion va avoir un impact sur le codage, et donc la cellule ne va plus savoir décrypter le code mètre 13L pour fabriquer la protéine, et comme ça, on va décrire deux types de variations. N'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Donc les mutations, en fait, pour faire simple, il y en a deux types. Il va y avoir les mutations troncantes ou les mutations faux-sens. Et ça, on distingue ça parce que ça ne va pas avoir le même effet sur la protéine. Donc, quand il y a une mutation troncante, en fait, la cellule ne va pas savoir fabriquer du tout la protéine. Donc la protéine mètre 13L, à partir de ce gène-là, ne va pas être fabriquée. Contrairement aux mutations troncantes, où la cellule va savoir fabriquer une protéine mètre 13L à partir de ces mutations faux-sens, mais la mutation va faire que la protéine va être anormale en fait. Du coup, elle ne va pas pouvoir fonctionner normalement et ça va impliquer toute une conséquence de choses qui va amener au syndrome mètre 13L, qui parfois, on verra un peu plus tard, peut avoir des spécificités liées à ces mutations-là. Et lorsqu'il y a une délétion du gène, donc absence du gène, donc bien sûr, la protéine ne va pas pouvoir être fabriquée. Donc en fait, les mutations ou les délétions, leurs conséquences pathologiques, en fait, c'est lié aux conséquences qu'il va y avoir sur la protéine. C'est vraiment la protéine, soit si elle est absente, ou soit elle est anormale à cause d'une mutation faux-sens, qui va conduire à toute une cascade de choses qu'on ne sait pas encore vraiment lesquelles, qui va expliquer en partie les difficultés qu'on rencontre chez les patients. C'est bon pour ça? Donc si on revient plus précisément à notre 13L, donc l'identification du gène en pathologie, donc le gène il était connu parce qu'il avait été séquencé, mais on ne savait pas vraiment à quoi il servait. En fait, c'est en 2003 qu'une équipe de cardiologues, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 15 ans du coup, on a identifié que ce gène-là pouvait être responsable de pathologie. Et en fait, initialement, ce sont des cardiologues qui ont identifié le gène en pathologie parce qu'ils avaient une patiente qui avait une cardiopathie complexe et des difficultés de développement. Et quand ils ont regardé les chromosomes, ils ont fait ce qu'on appelle le karyotype, et ils se sont rendus compte que dans la région du chromosome 12, tout en bas du chromosome 12, on dit sur le bras long du chromosome 12, il y avait ce qu'on appelle un point de cassure, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, le gène mètre 13L était cassé, et donc il ne fonctionnait plus. Et ils ont dit, le fait d'avoir une cassure, ce qu'on dit en anglais breakpoint, dans ce gène-là, c'est ça qui a causé des difficultés développementales de l'enfant, mais ils pensaient également la cardiopathie complexe. Donc progressivement, d'autres équipes se sont mis à étudier chez les patients tout un nombre de gènes, soit par exome, soit par séquençage de panels de gènes, et ils ont retrouvé d'autres patients avec une mutation dans le gène, mais sans la cardiopathie. Donc finalement, on s'est rendu compte que mètre 13L, ce n'était pas un gène de malformation cardiaque, mais c'était plutôt un gène qui était lié à des difficultés d'acquisition de la parole, de la marche, etc.
Donc progressivement, de plus en plus de patients, hein, je vous dis de plus en plus, c'est-à-dire jusqu'à il y a 2 ans, on connaissait à peu près 20-30 patients avec mutation dans l'ADN maître-aile. Et on avait principalement des mutations tronquantes, donc c'est-à-dire absence de la protéine. Et en fait, nous, on a, comme je vous dis, hein, ça fait à peu près 2 ans, on avait demandé la collaboration d'autres collègues. Et on a pu ainsi... il démarre un peu plus... D'accord. Donc, après l'appel à collaboration, on a pu retrouver les observations de 36 nouveaux patients, avec ce qui était intéressant sur le plan scientifique, c'est que parmi ces patients, il y avait des mutations tronquantes, mais aussi des mutations faux-sens et 7 mutations faux-sens. Je vous dis ça parce que jusqu'à récemment, les mutations faux-sens, donc la production d'une protéine maître-aile anormale, on ne savait pas vraiment quel était l'impact de ces mutations faux-sens, si vraiment c'était ça qui était impliqué dans les difficultés des enfants ou pas. Donc là, avec cette collaboration-là, on s'est rendu compte qu'en effet, ces mutations faux-sens, en plus qui n'apparaissent pas n'importe où dans le gène, étaient bien impliquées dans le syndrome maître-aile et qu'elles pouvaient donner des signes particuliers. Donc cette étude-là, on va faire une diapositive qui est lisible. Hein. Le but, c'était juste de vous montrer que un peu ce qui avait été identifié avant, c'est que la majorité des patients ont des mutations dites tronquantes, qu'on voit au-dessus, et qu'il y a à peu près un tiers des patients qui ont des mutations dites faux-sens. Et en fait, on s'est rendu compte que pour 2 mutations faux-sens, il y avait des signes qui étaient plus sévères que les autres patients et qui donnaient des signes un petit peu différents des patients avec mutation maître-aile classique. Mais bon, comme toujours dans les maladies rares, c'est quelques patients, mais c'est suffisamment significatif pour nous. Mais on n'a pas assez de recul, il faudrait qu'on continue à avancer, notamment avec les familles, pour mieux comprendre les choses. Donc là, on avait essayé de voir si les patients avec mutation faux-sens et mutation tronquante avaient les mêmes signes. Globalement, pour faire simple, ils ont plutôt les mêmes signes, tout en sachant que certaines mutations faux-sens peuvent avoir provoqué des signes plus importants, notamment une épilepsie, une perte de la marche ou des choses comme ça. Ça, si certains étaient aux assises de génétique, c'était le topo de Thomas Moll qui avait repris un petit peu tout ça. Donc là, l'équipe de Génida m'avait envoyé quelques infos. Vous connaissez tous Génida? Génida, c'est une plateforme qui a été développée par Strasbourg, le professeur Mandel, dans laquelle, en fait, moi je n'ai jamais entré d'informations, mais dans laquelle les familles peuvent rentrer des informations, justement, du quotidien. Parce que nous, les médecins, on est amenés à vous voir en consultation maximum une demi-heure. On ne se rend pas forcément compte de comment est l'enfant au jour le jour. Et voilà. Donc les parents sont experts beaucoup plus que les médecins par rapport à l'état de l'enfant, ce qui est normal. Donc il a été développé une plateforme dans laquelle les parents peuvent rentrer les signes. C'est un questionnaire en fait qu'on peut remplir. Et ça, en fait, ça permet rétrospectivement d'identifier vraiment des choses beaucoup plus précises et spécifiques qu'on ne rencontrerait pas nous si juste en consultation on récupère les informations, parce qu'on ne pose pas toutes les questions, on ne peut pas poser toutes les questions en consultation. Mais, voilà. Et donc là, c'est ce que nous a envoyé Génida, c'est le recrutement, enfin le nombre de réponses par rapport au syndrome maître-aile. Et on se rend compte que le nombre de réponses a flambé après janvier 2018. C'est après les assises, hein, si j'ai bien compris. Et puis aussi l'association. L'association qui promeut justement. Voilà. Donc actuellement, il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine de personnes, de familles qui ont renseigné dans Génida, ce qui est beaucoup pour une pathologie. Donc ici un petit peu, parce que c'est quelque chose d'international, la provenance des familles qui ont rempli dans Génida. On voit que la France c'est la moitié, 50%, puis les États-Unis un quart,
et puis après de nombreux pays d'Europe, avec des proportions. Donc la France est assez promotrice, justement, par rapport pas l'investissement, mais assez promotrice pour le syndrome de très jeune. Voilà. Puis après, les responsables de Génidam m'ont envoyé différents petits tableaux pour reprendre en fait, ce que pointent les familles par rapport à leurs enfants, parce qu'en grande majorité ce sont des enfants. Et bien sûr, il y a des adultes maintenant qu'on connaît qui sont porteurs de mutations dans maître 13L. Donc, un des premiers signes, c'est quand même les difficultés intellectuelles qui sont quand même pointées par les familles en grande majorité. Les difficultés de vision, je vous avoue, je pense que c'est plutôt les strabismes, la myopie ou l'hypermétropie, des choses comme ça. Après, les problèmes de vision, de rétinopathie ou des choses comme ça, pour moi, j'ai pas notion. Puis après, les troubles du comportement, certaines familles nous rapportent qu'il peut y avoir parfois des signes d'auto-agressivité, hétéroagressivité, mais en même temps, d'autres familles nous disent que leur enfant est plutôt quelqu'un de très jovial, de très doux. Du coup, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. Puis après, vous voyez, ce sont des difficultés d'alimentation, problèmes auditifs. C'est quelque chose qui n'avait pas été forcément vu avec la littérature, mais en fait, progressivement, en côtoyant les familles, on se rend compte que c'est quelque chose qui semble être de plus en plus important. On va peut-être en discuter tout à l'heure. Puis après, vous voyez, les problèmes cardiaques, finalement, ce n'est pas quelque chose au premier plan. Et l'épilepsie non plus. Et les problèmes de ski, au niveau de l'adduction. Oui, les problèmes de pied, c'est quelque chose qui ressort. Parce que j'allais vous dire après, en fait, les problèmes de pied varus, les déformations des pieds à la naissance notamment, c'est quelque chose qui ressort justement à partir des informations qu'on a obtenues des familles. C'est quelque chose qui était ressorti du corps médical. Mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez important. Mais excusez-moi, également la question de l'autisme, des troubles autistiques se pose beaucoup dans le syndrome, j'ai l'impression. Tout à fait. Il y a une proportion, mais qui n'est pas la proportion majeure, mais il y a des enfants qui peuvent avoir des signes du spectre large autistique plus ou moins sévère. Et c'est pas associé à un type de mutation. Ceci, je vous avais dit tout à l'heure, il y a différents types de mutations et c'est pas forcément lié au type de mutation. Cette problématique des troubles du spectre autistique, c'est quelque chose qui peut se voir aussi pour d'autres pathologies qui entraînent des difficultés intellectuelles. On sait que parfois, ça peut être, les deux signes peuvent être liés, mais dans des proportions variables l'une et l'autre. On entend toujours dire que l'autisme, ce serait finalement tout un ensemble d'anomalies génétiques qui ferait que, donc ce serait un symptôme de l'ensemble de ces anomalies. C'est un peu ça. Exactement ça, parce que probablement qu'il y a peut-être d'autres... parce que nous, on est constitué de 20 000 gènes, et les gènes interagissent entre eux en fait. Et c'est vrai que si on a une mutation de maître 13L, ça va provoquer des difficultés que l'on connaît, mais aussi l'effet des autres gènes peuvent aussi influer ou non sur la variabilité en fait des signes. Et ça aujourd'hui on n'est pas capable de... C'est trop complexe, on n'est pas capable de comprendre en fait. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est quelque chose de plus précis par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les problèmes de comportement, du neurodéveloppement. Vous voyez, hein, donc là les personnes qui ont rempli, donc ça donne que des proportions, en fait ça dépend aussi des personnes qui ont rempli. Comme ce sont des faibles effectifs, ça permet de comprendre ce qui se passe, mais ça ne reflète pas forcément la réalité de toutes les situations. Mais vous voyez, hein, ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même trois familles qui ont renseigné que leur enfant avait des intérêts un peu réduits, restreints, avec parfois une obsession, des choses comme ça. Donc voilà, ça existe. Et c'est décrit, la proportion on ne la connaît pas encore bien, mais c'est quelque chose qui peut être vu chez les patients.
un petit récapitulatif. Hein, les difficultés qu'on retrouve chez les personnes qui ont une mutation dans le gène MET13L, c'est principalement des difficultés du neurodéveloppement finalement. Et on a l'impression que les d'autres atteintes, comme parfois des atteintes malformatives ou des choses comme ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est au premier plan. Mais la déformation des prix, quand on regarde tous les items remplis, c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Donc là, c'était la partie clinique. Là, on va parler plutôt de quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire au niveau biologique, pour essayer de mieux comprendre en quoi les mutations de MET13L peuvent amener à les difficultés que l'on voit chez les patients. Donc, vous avez peut-être déjà lu beaucoup de choses hein, sur MET13L. En fait, MET13L, c'est une protéine, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une brique. J'ai pas encore terminé. Tu me laisses encore un petit peu? Donc, c'est une brique en fait qui interagit avec de très nombreuses autres protéines, à peu près une trentaine, pour fabriquer ce qu'on appelle le médiator complexe. Et cette très gros complexe protéique, en fait, il va avoir un rôle majeur, ça va être de contrôler l'expression des gènes. En fait, je vous ai dit, on est tous constitués, on a tous dans notre ADN à peu près 20 000 gènes, et ces gènes-là ne peuvent pas s'exprimer n'importe quand et n'importe où. Il faut qu'il y ait une directive de la cellule pour dire à tel gène quand est-ce qu'il doit s'exprimer ou ne pas s'exprimer. C'est vraiment quelque chose de très important, notamment au niveau embryonnaire. Pour le développement, il y a vraiment des séquences très particulières d'expression de gènes pour pouvoir que l'individu se développe. Et en fait, le médiateur complexe, il va être là justement pour discipliner un petit peu l'expression des gènes et faire en sorte que chaque gène s'exprime au moment où il le faut. J'ai fait un petit schéma. Donc, la régulation de l'expression des gènes, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet de recherche qui est très large et assez complexe. Mais j'ai pris des notions en fait. Vous voyez le gène qu'on a vu tout à l'heure, pour qu'il soit exprimé en fait, il faut que la cellule lui donne l'autorisation de s'exprimer. Et pour donner l'autorisation de s'exprimer, il faut qu'il y ait plusieurs complexes protéiques qui viennent s'associer à deux régions, les régions régulatrices et le promoteur. Et donc dans un premier temps, vous allez avoir un complexe 1 qui va venir se fixer aux régions régulatrices, un complexe 2 qui va se fixer sur le promoteur. Mais tant que ces deux régions ne sont pas liées, le gène ne sera pas exprimé. Donc il faut que le médiateur vienne faire justement la médiation entre la région régulatrice et la région promotrice pour que le gène ait l'autorisation de s'exprimer. C'est ce que je vous ai mis sur la diapo suivante. Vous voyez vraiment que le médiateur doit venir s'interposer entre les deux complexes pour permettre l'expression du gène. Donc, quand on a une mutation de MET13L, on pense, mais on ne sait pas vraiment l'expliquer de façon précise aujourd'hui, c'est ce sur quoi on essaie de travailler, en quoi des mutations du gène MET13L vont venir interférer dans toute cette cascade d'interaction entre les différentes régions et l'expression des gènes. On pense que le fait d'avoir une mutation dans le gène MET13L, ça entrave justement toutes ces interactions, et certains gènes ne vont pas s'exprimer ou vont s'exprimer au mauvais moment, au mauvais endroit. Et du coup, c'est peut-être ça qui explique, qui crée une partie des difficultés rencontrées chez les patients. Donc nous, on essaye d'avancer, mais MET13L, c'est au niveau biologique, c'est assez complexe. Il interagit avec de très nombreuses protéines. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent venir réguler en elles-mêmes MET13L. Il faut disséquer tout ça. C'est pas simple. Et en fait, on n'est pas beaucoup aidé par la bibliographie parce que jusqu'à présent, on n'a pas tant de données sur MET13L. Il y a de plus en plus de choses qui sortent sur le médiateur complexe, mais voilà, il y a encore beaucoup de parts d'ombre dans le médiateur complexe. Donc nous, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, c'est de savoir
Pour les mutations faux sens, donc ces mutations qui provoquent la synthèse d'une protéine maîtresse L, entre guillemets, anormale, en quoi cette protéine anormale va venir provoquer les difficultés qu'on voit chez les enfants. Et la deuxième chose qu'on essaie de développer aussi, c'est de savoir quels sont les gènes qui sont régulés par MED13L, comme je vous ai montré tout à l'heure, quels sont vraiment les gènes pour lesquels le MED13L est vraiment essentiel pour être exprimé. Et puis, on aimerait bien savoir si ce sont les mêmes gènes qui sont dérégulés avec une mutation trompante ou une mutation faux sens, pour mieux comprendre pourquoi il y a une différence entre les différents patients. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Notamment, vous avez parlé d'exomes, de panels, etc. J'imagine que vos enfants ont été diagnostiqués par les panels et par les exomes. En fait, c'est vrai que quand on rencontre les familles en consultation, il y a des syndromes qu'on connaît, hein, pour lesquels on peut faire un diagnostic en consultation, même si on n'a pas fait l'analyse génétique. Mais c'est vrai que pour MED13L, il n'y a pas de signe vraiment spécifiques qui permettent de faire le diagnostic. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a des outils de biologie moléculaire assez larges, qui testent de très nombreux gènes en même temps, on arrive à identifier les mutations de ce gène chez les patients. Donc nous, nos recherches, hein, on utilise des modèles cellulaires, hein, on fait exprimer les cellules, les différentes variétés de MED13L, donc naturelles, donc sauvages, et avec la mutation, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais parfois on peut être amené à utiliser, parce que pour certains patients, quand il y avait cette errance diagnostique, certains patients ont pu avoir des biopsies de peau, justement pour pouvoir étudier les fibroblastes, parce que parfois ça peut permettre de faire le diagnostic. Et nous, on aimerait bien, à partir de ces biopsies de peau, de ces fibroblastes qui avaient été prélevés à l'époque, pouvoir justement les utiliser pour nos protocoles de recherche, pour plus avancer. C'est un petit peu la question que vous me posiez, comment on pouvait avancer. C'est vraiment pas avec ce type de prélèvements qui ont déjà été faits qu'on aimerait bien essayer d'avancer. C'est vrai, moi ça m'aurait intéressé de savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous avez une équipe autour de vous? Comment ça s'inscrit dans le temps? Est-ce que ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans? Comment vous avancez en fait? Alors ça s'inscrit dans le temps long, la recherche c'est très long. Nous à Lille on a une jeune équipe de recherche. Donc l'année dernière j'avais une étudiante en Master 2 qui a travaillé sur une des mutations en faux sens MED13L et qui a mis en place en fait des techniques qui nous serviront pour étudier les autres mutations. Donc là on est vraiment en train de mettre en place des outils qui nous permettront d'avancer. C'est assez complexe, donc là ça a été compliqué, on a essuyé beaucoup d'écoles en fait. En fait c'était sur 6 mois ces tests, et 6 mois en recherche c'est top, mais elle a bien avancé. Donc maintenant on commence à mieux entrevoir les outils qui nous seront intéressants pour répondre à nos questions. Donc on accueille dans notre équipe des étudiants, et notamment là on a actuellement un médecin, Thomas Moll, qui est à thèse de sciences, justement sur le syndrome MED13L, et qui participe aux différents axes. Et puis moi aussi, je mets la main à la pâte, hein, comme on dit, je vais à la paillasse, et moi je suis plutôt là pour essayer d'identifier les gènes qui sont régulés par MED13L. J'aimerais bien partir 1 an à l'étranger pour pouvoir aussi continuer à travailler sur MED13L avec d'autres équipes, probablement aux États-Unis, dans une équipe qui travaille sur le traitement des gènes pour pouvoir justement utiliser leur laboratoire et leur technologie pour venir avec la problématique MED13L et essayer d'avancer avec eux pour essayer de me comprendre. Donc en fait on a vraiment pris à bras le corps MED13L dans notre équipe de recherche pour avancer. Et c'est quelque chose qui nous est demandé par les autres équipes médicales pour justement
affiner le diagnostic, parce que parfois on peut identifier des variations dans maîtresse elle, on n'est pas sûr si elles sont responsables ou non de pathologie, et les autres études vont vouloir savoir, pour pouvoir répondre aux familles, s'ils sont dans le cas d'un syndrome maîtresse ou pas. Donc on a aussi cette demande des autres collègues pour avancer sur maîtresse elle. Il y a une cohésion en France quand ça les intéresse. Oui, il y a une cohésion en France. Oui, il y a une cohésion. En tout cas, nous, les généticiens, on n'est pas beaucoup, on se connaît bien. Et lorsqu'il y a des questions vis-à-vis de maîtresse elle, c'est vrai qu'on nous contacte assez facilement maintenant. D'accord. Et il y a une cohésion. Il y a la filière de sciences, notamment une filière de santé. Et je sais qu'on a des réunions assez régulières pour plein d'autres gènes. Hein. On travaille avec Andirard aussi. C'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec déficience, mais on travaille aussi avec Andirard. Après, ce qui sortait du contexte de la recherche, mais ce qui m'inquiète beaucoup, enfin, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est l'histoire de l'atteinte du centre de la parole. Est-ce qu'on est certain, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais certain de rien, mais que tous les enfants qu'on connaît à l'heure actuelle sont impactés à ce niveau-là? Alors, comme toujours, il y a une grande variabilité entre les enfants, mais ce qui ressort le plus, c'est que le langage, en tout cas le langage expressif oral, est compliqué. Et est-ce qu'on sait si c'est parce que l'enfant n'entend pas bien, ne sait pas restituer le son parce qu'il intègre mal, ou est-ce que c'est... Ça, on ne sait pas. Après, vous pourrez me répondre plus facilement. On a l'impression que quand même la compréhension est bonne. Elle est conservée. Il y a d'autres parents peut-être qui vont utiliser d'autres moyens pour la communication que la communication orale. Je sais qu'il y a certaines familles qui peuvent utiliser des pictos, Macathon. On a l'impression que ça a l'air de plutôt mieux marcher que le langage oral. Ça les accompagne en tout cas. Vers, ça aide bien. Et que peut-être c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que certains ont essayé le langage des signes? Je sais pas. Oui, le macathon. Oui, ça regroupe les deux, le macathon. Langage des signes. C'est pas évident, mais ça aide. Alors finalement, c'est pas une atteinte neurologique, cette histoire de parole. Je suis embêtée pour ça, mais c'est pas une atteinte neurologique. Cette histoire de parole, c'est quelque chose... Je vous avoue, moi j'ai pas la réponse. Ça serait quelque chose, on pourrait imaginer des protocoles de recherche clinique pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans les centres de la parole, etc. Après c'est un petit peu compliqué, il faudrait utiliser... Mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau du cerveau, pour être simple, clair, qui fait que le langage expressif est compliqué. Parce que quand on fait une IRM, il n'y a pas forcément d'informations, de choses comme ça, mais peut-être dans la communication entre les neurones, peut-être que maîtresse elle est importante pour justement ce type de neurone qui est impliqué dans le langage, pour vraiment qu'il se développe. Ça, je vous avoue, j'ai vraiment pas la réponse aujourd'hui. Non, il faut peut-être en parler, parce que vous êtes tous là, est-ce que vous aussi c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous fait... En fait, ce qui est étonnant, c'est que Céleste, parce qu'elle sait dire des mots, elle est tellement dans ses langues pour faire le rythme. Mot par mot, syllabe par syllabe, ça va passer. Et après, quand elle reprend le mot, en fait, elle l'inverse, comme le disque qui fait la même chose. Elle comprend, par contre, elle comprend totalement le mot. Mais c'est un peu comme la reproduction du gène. À un moment, en fait, elle
psychomotricité. Et nous, je sais qu'à Alice, elle est contente, ça c'est sûr, mais il y a un blocage qui fait qu'elle n'y arrive pas. Elle sait le mot, mais elle ne peut pas le sortir. Et quand elle arrive à le dire, ben c'est au niveau de la mâchoire où là, ben, le mot ne tient plus et ben oui, ça sera poubelle ou alors juste le début du mot ou la fin du mot parce qu'il s'est connecté aussi le cerveau. J'ai longtemps cru ça, ce qui sont hypotoniques, elle est hypotonique, elle est hypotonique faciale, elle a vendu jusqu'à l'âge de 3 ans des morceaux, donc je ne sais pas qui la lève en général, je pense que ça. Tellement travaillé, tellement fait de choses. À un moment donné, j'ai commencé à vraiment de savoir que j'étais mal à mon personnel. J'ai commencé à me dire que là, quelque part, il y a un truc, elle ne peut pas le faire, même si elle avait cette tonicité. Et j'en parlais à mon mari, mais ça ne t'interpellait pas, toi. Toi, tu pensais que... C'est Enfin bon, voilà. c'est probablement mixte. Hein. On sait pas trop. C'est probablement mixte. Hein. Oui, ça aide pas, c'est sûr. On le voit. Ouais, mais voilà, il y a des difficultés, mais le fait que voilà, l'hypotonie, le fait que l'articulation soit compliquée, ça entrave, ça peut entraver encore plus Bien sûr. des difficultés. Probablement mixte. Au niveau imagerie, ils ont montré un retard de mobilisation. Voilà, c'est comme ça que je parle. Mais après, Non, mais c'est un moment, ça s'est rattrapé à un état standard. La dernière. À la dernière IRM, il avait une immunisation normale. C'est à quel âge 3 ans 2 ans 2-3 ans. La première, 1 an et demi, après, 3 ans et demi. Et après, ça s'est rattrapé. Et par contre, il y a une forme dans le cerveau qui est droite là. Alors qu'elle ne devrait pas avoir cette forme. Oui, Parfois, on peut voir des petites choses, mais pas chez tous les patients. Parfois, souvent, c'est un patient. On peut avoir des petites choses, notamment au niveau de la substance blanche, la myélisation. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais comme tous les patients n'ont pas eu d'IRM, un peu de mal, mais c'est vrai qu'on peut voir des petites choses. Oui, c'est aussi c'est toujours des étapes. Premier REM, il nous avait envoyé là le D'accord. C'est des choses. Alors je vous propose maintenant peut-être on va descendre. D'abord, vraiment merci. Non, c'est un plaisir. Ça commence à faire un petit peu long pour les enfants, je trouve qu'ils ont vraiment été super. C'est mignon.